Bonjour. Je suis Sébastien Wirtz, en fait, General Manager d'un incubateur industriel basé à Luxembourg. Et aujourd'hui, avec Alix du Grand Est Numérique, on avait décidé de parler de la difficulté de certaines industries corporate à adopter des technologies émergentes. Alors, Paul Wurth, en fait, ma société, construit des hauts fourneaux au niveau mondial, donc un truc assez classique, assez lourd. On fabrique de l'acier avec nos équipements. On est 1600 employés répartis à travers le monde dans 26 pays différents. Et on a 5 workshops auprès de nos clients pour réparer certains équipements. Cette société a 150 ans d'existence. On a innové, on innove toujours, il faut toujours innover. Mais qu'est-ce que l'innovation et comment on adopte des nouvelles technologies au sein d'une société aussi classique que la nôtre? Alors, nouvelles technologies émergentes, j'aurais pu prendre n'importe quelle nouvelle technologie émergente, mais le machine learning, on adore le machine learning, tout le monde parle d'intelligence artificielle. J'aime pas trop le terme intelligence artificielle, je l'appelle plutôt intelligence augmentée. Et j'avais décidé d'expliquer un peu ce que c'était le machine learning aujourd'hui, dans une société comme la nôtre. Et pas d'expliquer comment ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne? Et pour prendre un exemple plus classique, j'ai décidé de parler de cupcakes. Et donc je prends Bernard. Bernard, c'est un chef dans un restaurant et sa spécialité, c'est de fabriquer des cupcakes. Son business, c'est de vendre des cupcakes. Et donc, il a toute une série d'ingrédients à sa disposition, des technologies, et fabrique un produit qui est ce cupcakes. Il ne sait pas comment fabriquer un four ou comment fabriquer ce genre de four à micro-ondes. Son business n'est pas de fabriquer le four à micro-ondes. Son business, c'est de l'utiliser, de donner des ingrédients, d'expérimenter avec des ingrédients pour faire différents cupcakes. Et donc, ce qui se passe, le confinement est arrivé, tout le monde est ressorti, Bernard a vu les gens revenir dans ces shops, et on a commencé à demander combien de calories il y a dans tes cupcakes. Tout le monde a fait attention à sa ligne, plus ou moins, à cuisiner. Et donc il s'est retrouvé avec une tendance du marché. Important, tendance du marché. Un deuxième client a demandé, un troisième client a demandé, un quatrième client a demandé les calories. Donc il a vu une tendance, il s'est dit, ouais, si je veux continuer à vendre des cupcakes, il va falloir que j'indique le nombre de calories qu'il y a dans mes cupcakes. Et comment fait-on? Comment estime-t-on le nombre de calories dans un cupcake? Eh bien, il a un peu de notions, c'est un cuisinier, mais il a fait l'école et il a des notions de statistiques. Et il se dit, bon, ça doit avoir une influence entre le poids du cupcake et le nombre de calories. Oui. Combien de calories fait un cupcake? Un cupcake de 100 grammes fait plus ou moins 300 kilocalories. Et donc, très bien, il a toute une série de cupcakes, il les pèse, et fait une ligne de régression, et il voit, une simple ligne de régression, et il voit qu'il a un modèle mathématique qui permet, en fonction du poids, de calculer le nombre de calories. Et il est très content. Super. Il met en place ça dans un petit programme dans son magasin. Quand il met les ingrédients, il sait exactement combien de kilocalories arrivent par cupcake. Mais, voilà, ça c'est le next. Le mais arrive. Je suis belge, mon accent peut-être, non, ça va. Je suis belge. Et Bernard a ouvert un magasin en Belgique. Et il a vu arriver de nouvelles tendances. Et là, en Belgique, on lui a demandé de faire des cupcakes à la frite et au chou de Bruxelles. Un succès fou. Et quand il arrive avec son algorithme à Bruxelles, ce qui se passe, c'est que par rapport à son modèle mathématique qu'il avait établi au préalable, le cupcake au chou de Bruxelles et le cupcake à la frite divergent complètement et donnent une erreur de performance. Donc son modèle mathématique ne convient plus. Et là, il se dit, bon, j'ai un choix. J'abandonne mon cupcake au chou de Bruxelles, je suis à la frite. Et là, non, il y a un client, le client spécialiste du cupcake du chou de Bruxelles, il se dit, écoute, non, tu ne l'enlèves pas, moi, je fais des statistiques de manière professionnelle, je vais t'aider. Et donc, ils discutent ensemble, et ils se disent, oui,
Bernard a dit, peut-être le pourcentage de graisse a une influence. Et donc, on va le prendre en compte. On va prendre le poids et le pourcentage de graisse. Et il faut une calculation ensemble, et on a un plan de régression cette fois-ci, avec 2 dimensions. On met une dimension graisse et le poids. Et on a un calcul encore assez simple, calories, une constante, 2 pentes, multipliées par les 2 paramètres. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on met le modèle mathématique en place, on se rend compte que pour la majorité des cupcakes, on a une bonne estimation, mais on n'a toujours pas une bonne estimation. On a une meilleure estimation, mais toujours pas une bonne estimation pour le cupcake à la frite et au chou de Bruxelles. Et viennent encore en plus le cupcake à la quiche Lorraine, à la Mirabelle, à la Quetch, parce qu'on est ici en Lorraine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les clients et on appelle une nutritionniste, donc un externe, qui va nous aider à calculer le nombre de calories. Elle nous donne une formule qui est le nombre de calories. Alors, c'est les glucides, c'est les protéines, c'est les graisses, etc. Je ne suis pas nutritionniste, j'essaie de trouver ça. J'ai inventé cette présentation à 5 h ce matin, donc bon. Et on voit apparaître, en fait, toute une série de paramètres. Et on se retrouve face à une statistique qui n'est plus vraiment envisageable facilement. Une calculation qui est assez complexe. Et donc, Bernard, il se retrouve un peu entre deux feux, mais les spécialistes du cupcake à la frite sont des scientifiques. C'est 2 data scientists, c'est eux qui ont l'idée du cupcake à la frite, c'est des friands du cupcake à la frite. Et ils se disent, OK, nous on va t'aider, on va faire un modèle de machine learning qui va apprendre, en fonction des paramètres que tu vas nous donner, quelle est la calorie de ce cupcake. Et donc, je voulais montrer ça parce qu'il y a une différence entre la recherche et l'industrie. Je vais les appeler Gustave et Auguste. Gustave et Auguste, en fait, leur travail est de définir des modèles mathématiques sur base de données fixes, des données génériques. Nous, dans l'industrie, on cherche une performance qui est fixe dans un but de trouver les données qu'on doit injecter dans un système. Et donc, il y a une différence. Et les 2 collaborent ensemble, c'est-à-dire que Bernard fournit des données, une recette de cupcake, pour que Gustave et Auguste puissent définir la black box magique. Bernard, il s'en fout de ce qu'il y a dans la black box. Il ne veut pas savoir comment ça fonctionne. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'à la fin, est-ce que ça estime correctement le nombre de calories en fonction des recettes que je donne. Donc il ne donne pas toutes ces recettes, et surtout pas la recette de la frite, du cupcake à la frite et au chou de Bruxelles. Donc il donne une partie de ces recettes, de ces données, pour que ces données servent à créer cette black box. Et lui, il valide le modèle avec toute une série de recettes pour voir mais si maintenant je crée un cupcake à la quiche Lorraine, hein, on avait discuté à table que je mettrais la quiche Lorraine dedans, un cupcake à la quiche Lorraine, est-ce que mon estimation est bonne? Et donc, est-ce que c'est différent pour mon industrie à moi? Je ne fais pas les cupcakes, on ne fait pas les cupcakes. Et mon CEO, s'il écoutait ça, il serait dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais chez moi, on fait des hauts fourneaux. Et la question, c'est pas le nombre de calories, c'est combien de CO2 on émet avec nos équipements. Et la problématique est la même. La calculation, pour essayer d'être trouvée, on peut trouver 1 ou 2 paramètres qui influencent le nombre de CO2 qu'on a dans nos sociétés. Mais si je prends un haut fourneau, j'ai aussi des ingrédients. Et ce qu'on sort de haut fourneau, nous, c'est un métal liquide. Ce n'est pas un cupcake. Voilà. Et la différence, en fait, c'est qu'on ne va pas estimer des calories, mais une température. Et mes scientifiques à moi, eh bien, si on prend le haut fourneau, comme on prend un cupcake factory, j'ai un chef qui est un expert. Et j'ai des data analystes qui sont extérieurs à la société. Notre business, c'est faire des cupcakes et du haut fourneau, pas de faire de la recherche avancée. Et moi, j'ai un use case. Je veux absolument déterminer la température du métal liquide à la sortie du haut fourneau. Ça, c'est mon use case. Et j'ai, moi, l'expertise pour définir l'optimisation des process. Je connais les données qui sont d'entrée pour sortir ça. Je vais collaborer à un certain moment
pour faire du data engineering, du feature engineering, ce qu'on a vu avec les protéines, les glucides et autres, la multiplication et autres, ça c'est du feature engineering. Et ce que je vais laisser faire aux data scientists, c'est de faire du filtering et du cleaning pour qu'eux puissent utiliser mes données dans leur modèle mathématique. Après, on a certainement, ensemble, ils vont découvrir, là c'est du 50-50, parce que moi j'aurais donné certains paramètres, l'humidité, la température, la pression, qui vont influencer ce modèle mathématique, mais eux, via leur recherche, vont aussi me trouver, détecter certains data que je ne leur avais pas donné, en disant, ah, ici il y a une corrélation entre la température, la pression, l'humidité du coq, la température extérieure, et peut-être la température qu'il fait à Tokyo, on n'en sait rien. Mais ça, on va le déterminer. C'est eux qui réalisent la black box. C'est nous qui validons ensemble ce modèle, et in fine, c'est Bernard qui va utiliser cette black box. Et nous, dans le cas actuel. Donc, ce n'est pas de l'académique, ce que je dis ici. Ce que j'ai fait comme analogie avec le cupcake, c'est exactement ce qu'on a fait chez Paul Wurtz avec l'estimation de la température du haut fourneau, pas la température du fourneau, la température de sortie du métal liquide du fourneau. Et ici, on voit une valeur, vous ne voyez rien parce que l'écran est très petit, mais on a une valeur de 1481, qui est la valeur actuelle, qui est mesurée à la sortie du haut fourneau, et on a une valeur estimée à 1482. Donc on a une faible différence. Au préalable, en fait, on pouvait estimer à 20 degrés près, 23 degrés près, cette température. On arrive maintenant à 10 degrés près à l'estimer. Ça a un impact sur le nombre de CO2 qu'on émet. Alors 10 degrés sur 1500 degrés, c'est rien. Et en fait, ça correspond à la sensibilité du capteur qu'on utilise pour mesurer cette température. Donc on arrive presque à le faire. Et comment c'est possible? Eh bien, seulement en collaborant. Et ici, on voit le nombre d'erreurs, comme je l'avais avec les cupcakes, et on prend un modèle mathématique au moment où les 2 erreurs sont minimum. Et pour ce faire, on a collaboré, pas avec Gustave et Auguste, parce que ce sont 2 personnages complètement virtuels, on a collaboré avec une start-up. Un corporate et une start-up, c'est 2 mondes un peu différents. On essaye de faire croire que c'est 2 mondes différents. Oui, c'est 2 mondes à 2 vitesses, je ne reviendrai pas sur ce genre de théorie, mais la difficulté, c'est de ne pas faire en interne, de ne pas engager des gens pour faire ce genre de calcul alors que tout existe sur les étagères dans les universités ou dans les startups. Et donc ce qu'on a fait avec mon incubateur, c'est de mettre en connexion la startup DataThings avec Paul Wurtz pour établir des règles de départ et faire un proof of concept de 7 semaines. Donc on les a vus à l'université avant qu'ils créent leur startup. On leur a donné les données, une explication, et 7 semaines après, ils ont fait un modèle mathématique basique, mais qui permettait déjà d'avoir un aperçu de la force du machine learning. Alors, comment succéder avec les nouvelles technologies? J'avais 20 minutes, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais le principal, si je devais te donner 2 conseils, c'est de sortir de votre building, parce qu'en fait, tout existe comme technologie sur les étagères, dans les universités, dans les venture capitalistes, chez les startups, tout existe. Il ne faut pas essayer de réinventer. Si on veut être vite sur le marché, et si Bernard avait commencé à faire le modèle lui-même, ben ces cupcakes, ils auraient pu vendre. Donc, et la deuxième grosse difficulté, c'est la collaboration des corporates avec des petites startups ou des centres de recherche. Je le vois actuellement, parmi les startups que j'ai dans mon incubateur, il y a des difficultés de collaborer avec le corporate. Pourquoi? Parce que le corporate essaie de comprendre comment la technologie fonctionne. Ça, c'est le rôle de la startup. Le corporate, en fait, doit fournir un use case, un problème à résoudre, et avoir les paramètres de ce problème à résoudre pour que la startup puisse le résoudre. Et ça, c'est généralement oublié. La définition du problème est généralement mis de côté dans ce concept. Alors, compliqué, mais le R&D, donc les technologies qui existent, en fait, on ne devrait pas développer le machine learning. Je vois plein de sociétés qui engagent des data scientists. C'est ridicule, parce qu'on va se limiter justement à une technologie et pas à toutes les technologies qui peuvent exister. Même si vous avez sélectionné une start-up, essayez de voir 5 start-up, mettez-les en compétition pour voir un peu quel est le meilleur modèle. Et un problème peut être résolu par une start-up, un problème similaire pourrait être résolu par une autre, qui a un autre modèle mathématique. Donc c'est important à un moment donné de décider de collaborer dans la recherche avec les universités, mais aussi de prendre, pas prendre,
prendre les technologies qui sont existantes et de les amener au sein du développement des produits, c'est-à-dire prendre les technologies existantes des startups, ou alors même faire une spin-off, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on découvre qu'on a une certaine expertise dans l'analyse de données des hauts fourneaux dans notre cas, est-ce que vraiment on va développer un marché d'analyse de données? Non, on va faire un spin-off et on va essayer d'aller attaquer d'autres marchés parce qu'on va se rendre compte que le marché est beaucoup trop... Et ça, c'est une grosse difficulté dans les corporates. Sortir des technologies qu'on a développées. Alors on a plein de technologies qui ne sont pas terribles, mais dans les centres informatiques. Okay, on essaie de tout développer en interne, alors que tout sort de l'université. Et la grosse difficulté aussi, c'est que si je reviens sur l'exemple de Bernard, il a fait un modèle pour calculer le nombre de calories d'un cupcake, et en fait, il pourrait le revendre à ses compétitions. Et donc, il part sur ce modèle mathématique, il fait du licensing dans un white label, et il part sur un nouveau marché. Et donc, vraiment, collaborer avec ce genre d'écosystème est crucial pour avancer et être sur le marché avec des produits innovants. Voilà. Un mot pour finir. J'entends beaucoup parler de machine learning. Il y a un gros buzz en disant « oui, ça va remplacer l'humain, blablabla ». C'est faux. La black box, elle est créée par notre expertise. C'est juste une question de transformer notre connaissance tacite dans cette black box. Cette transformation ne peut être faite qu'en collaborant avec des spécialistes, donc le nutritionniste, le data scientist et le chef de cuisine, pour créer cette technologie. Et donc, ce que doit faire Bernard, c'est pas comprendre comment le machine learning fonctionne, c'est comprendre le potentiel de ce machine learning. Donc, les employés de demain ne doivent pas faire un deep dive dans la technologie, mais comprendre un minimum comment cette technologie fonctionne pour, au moment où ils sont face à un problème, dire oui, ça pourrait potentiellement être résolu par telle technologie. Et ça manque dans la majorité des corporates. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour des questions? Oui. Ah, ouais, voilà. Il y a un micro qui arrive, je pense. Ouais. Non, il ne marche pas non plus. Il va l'allumer, je pense qu'il va l'allumer. Mais vas-y. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, un petit peu dans le domaine. Et je voulais juste donner une petite remarque par rapport à votre dernière diapositive. Allez-y. C'est que j'aurais aimé que la flèche allant de l'université vers la start-up soit dans les deux sens. Et que les startups aillent aussi vers les universités pour encore dénicher plus de technologies. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui de transmission de savoir, ou transmission des résultats de recherche sûrement, vers les startups. Donc, voilà. C'est une très bonne question. J'ai un peu tout fait ce matin à l'arrache, donc j'ai oublié le double sens. Et il est vrai qu'on doit arriver vers les universités, on doit collaborer avec des universités. La difficulté, je ne sais pas en France, mais en Allemagne et dans certains pays que je ne mentionnerai pas, les universités essayent d'avoir un travail mercantile. Et il n'y a plus cette notion de développer des technologies et de collaborer. On a l'impression qu'elles cherchent un client auprès du corporate. Ça, c'est une problématique qu'on voit certainement en Allemagne beaucoup. Et ce que j'essaie de faire, au moins au niveau de Luxembourg, et ça marche, c'est de fédérer ces différents académiques et et on organise une du Tech Meetup. Moi, je fédère les corporates, j'essaie de voir un peu les problématiques et on essaye de mettre les startups et les académies ensemble autour de la table. En venant en voiture, en Belgique, on a juste créé maintenant un hub, c'est un hasard, le Trail. Et donc, c'est un système qui va mettre en collaboration toutes les universités belges au niveau de l'intelligence artificielle. Et le but premier, c'est d'aller confronter les industries. Et c'est bien, mais en tant qu'industriel, c'est très bien parce que je vais avoir un centre de contact, un hub. La difficulté en France, c'est la compétition entre les universités. Donc, moi, je veux mettre en relation différentes universités et voir quelle est la meilleure pour ma problématique. Mais vous avez raison, il n'y a plus cette notion qu'on avait il y a encore 20 ans. Le corporate va à l'université, forme, donne des projets, mais ça vient du modèle mercantile des universités. Elles ont très peu de budget maintenant, donc elles doivent trouver un budget à l'extérieur, et c'est ça. Voilà. Merci pour la question.